Bonjour à tous, nous sommes à Rio. Ce matin et toute la journée, nous avons été au G20 social. Mais comme vous le savez, quand on se déplace, on aime bien, montrer la culture française, la France à l'étranger. Et là, nous sommes magnifiquement servis, car j'ai la chance d'être avec Emmanuel et Christian Bouillet. Vous êtes les fondateurs et les organisateurs du festival du cinéma français Varilux. Ça fait 15 ans que vous faites ça. C'est très beau. Et il y avait énormément de gens tout à l'heure que vous avez la queue qui sortait. C'est très enjoué. Vous êtes arrivé ici, vous avez largué vos amarres au Brésil il y a 20 ans. Comment est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire ce festival ex nihilo du cinéma français au Brésil, à Rio? C'est moi. Bon c'est un peu un dada. C'est vrai que j'ai monté un festival au Royaume-Uni, j'ai monté un festival de films français au Mexique. Voilà, parce que j'ai travaillé dans le cinéma depuis longtemps. On a décidé de venir au Brésil pour l'ambassade, pour le consulat, où je m'occupais du cinéma français. Et puis quand le contrat s'est terminé, on a eu envie de rester dans ce pays qui est un pays quand même assez extraordinaire. Et donc on a développé ce festival depuis 15 ans dans tout le pays. Donc c'est un des rares événements qui est organisé dans tout le pays au niveau national. Avec les technologies digitales aussi, on peut faire ça avec plus de facilité, mais c'est quand même un énorme boulot. Et voilà, et c'est un festival qui a connu une croissance incroyable pour de nombreuses années. Et puis après, il y a eu le Covid. Et, enfin voilà, donc on a eu des obstacles, mais ça y est, on recale les choses là. Oui, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, mais le festival a commencé petit, dans 9 ou 10 villes. Et petit à petit, avec les partenariats qu'on a fait avec les cinémas, on a réussi à couvrir le territoire entier. Donc en fait, on arrive dans des endroits où si nous ne sommes pas, les gens ne voient jamais de films français au cinéma. Bien sûr, ils peuvent le voir sur les plateformes, mais de films français au cinéma, sans nous, non. Et d'ailleurs, des films autres qu'américains non plus. Donc c'est une vraie mission culturelle en fait, et qui n'a pas été simple parce que notre particularité aussi, c'est de travailler avec tous les types de cinéma. On va aussi bien dans des cinémas très culturels, presque maison de la culture, que dans des cinémas qui sont des gros complexes, Cinépolis, Cinémark, Kinoplex. Donc je pense que c'est ça qui fait vraiment notre caractéristique et la spécificité du festival, c'est sa capillarité sur tout le territoire. Oui, c'est un festival qui a une portée nationale et il me semble que c'est sûrement un des plus grands festivals de cinéma français à l'étranger. Et vous êtes donc des vecteurs de la culture française. J'espère que vous allez recevoir une médaille, TAXA, parce que vous faites le travail que devraient faire d'autres, il me semble, non? Non, je pense que c'est des missions de producteurs privés. Enfin voilà, on est très appuyé par l'ambassade de France, par les alliances françaises qui sont notre partenaire. C'est parce qu'on a un réseau d'alliances françaises qu'on peut être présent dans autant de villes. Parce que cette année, on est arrivé à 64 villes. On est même allé jusqu'à 86 villes avant le Covid. Donc on est partout, mais aussi grâce à des relais qui sont très importants. Le réseau des alliances françaises au Brésil est le plus grand du monde. Donc eux, dans chaque ville, ils organisent une soirée d'ouverture, un cocktail, ils invitent des gens et ils font la promotion du festival. Donc ça, c'est important. Donc nous on a un travail de producteur, c'est-à-dire on assemble toutes ces énergies. Et Unifrance nous aide aussi côté officiel. Voilà. Et on utilise ces lois de défiscalisation brésilienne qui permettent en fait de financer cette opération de promotion du soft power français, de l'image de la France au Brésil, avec très peu d'argent public français en définitive. C'est ça aussi c'est principalement 90% du financement, c'est des sponsors privés. Donc en fait c'est très vertueux quoi. Voilà. Et beaucoup de passion, j'imagine. Parce qu'on fait pas ça, il faut énormément d'énergie et de la passion, bien sûr. On fait pas ça sans passion. Enfin voilà, chaque année on voit 120 films, 130 films pour faire la sélection. On fait en sorte de pouvoir avoir une vitrine représentative de la cinématographie française, à la fois dans les thématiques, dans les langages. On fait aussi attention à ce que ça puisse dialoguer avec le public brésilien. Donc tout ça, on peut pas faire ça sans passion. On plonge dedans chaque année et c'est un vrai plaisir. Et pour une cinématographie qui est quand même oui, c'est un travail énorme. C'est un travail, bien sûr. On parlait de passion. En quelque sorte, vous êtes des combattants de la diversité culturelle, parce que vous évitez qu'il n'y ait qu'un rouleau compresseur américain. Comment est reçue la culture française
vous avez dû avoir une bonne idée et comment est reçue la culture française au Brésil. Il y a une vraie histoire entre la France et le Brésil, déjà. Il y a une histoire vraiment d'amour entre la France et le Brésil, surtout dans la génération des gens de 40 et plus, et encore dans la jeune génération, je pense. Donc la France a un capital sympathie au Brésil de par l'histoire qui nous lie. Et la culture aussi. Il y a beaucoup de culture française distillée ici à Rio, par exemple, dans l'architecture. On retrouve la France à plein d'endroits. Donc il y a une sensibilité pour la chose française et il y a aussi un peu un fantasme. C'est une France un peu fantasmée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en apportant des films, en montrant des films français? On entretient effectivement un peu le fantasme d'un côté, mais on montre aussi la réalité. Il y a des films dans la sélection cette année, comme L'Histoire de Souleymane ou Quelques jours pas plus, qui montrent la France d'aujourd'hui avec ses problèmes. Voilà, c'est ça aussi qu'on souhaite faire, c'est montrer la France telle qu'elle est à travers son cinéma et pas juste une France, la France fantasmée du bon goût français et des grands couturiers et du vin qui existe aussi, mais on essaie de montrer une réalité plus tangible en fait. Et d'ailleurs, vous avez une très très belle sélection cette année, si on voit le festival Varilux du film. Avec en exergue la photo d'Alain Delon dans Plein Soleil, si je ne m'abuse. Vous avez choisi de faire un hommage particulier et à Alain Delon et à François Truffaut cette année, cette 15e épisode. Tous les ans, on a un classique ou deux, enfin, et on essaye aussi de rappeler l'histoire et les icônes du cinéma français. Il n'y a pas de meilleure icône qu'Alain Delon. Enfin, je veux dire, il est considéré comme l'un des acteurs les plus beaux de l'histoire du cinéma mondial. Même. Enfin, voilà, il représente une France des années 60, une France qui a cet appétit pour la beauté, voilà. Et puis en même temps, c'est un personnage très ambigu. Voilà, bon, on le sait. Hein. Et les Brésiliens aussi sont conscients de ça, mais ils ont réagi de façon incroyable. Là, les salles sont pleines. Enfin, le Plein Soleil, là, c'est incroyable. Alors, c'est vrai que l'affiche est magnifique. Avec lui dessus, c'est forcément très beau. Mais en tout cas, voilà, notre public, il aime bien retrouver ces films qu'ils ont vus. Enfin, parce qu'on a un public, alors qu'on rajeunit avec des comédies, avec des films d'action, avec Conte de Monte Cristo et tout, on a quand même un public âgé qui a une culture d'un certain cinéma français. Beaucoup la nouvelle vague d'ailleurs. C'est vrai quand on présente un film sur Truffaut, c'est pareil. Oui, là, vous avez présenté un documentaire sur François Truffaut qui est sur sa vie privée et en même temps sa vie professionnelle. Absolument. Qui est plus complexe, j'imagine, appréhendé qu'un film comme La Soleil. Il est bien reçu aussi, il a son succès. Je pense qu'il est bien reçu, on n'a pas encore tous les chiffres, mais je pense qu'il est bien reçu, les gens adorent Truffaut. Et puis là, c'est vraiment, le documentaire a un angle assez intéressant, c'est qu'il faut un parallèle entre ce que Truffaut a vécu dans sa propre vie et ses films. Donc il y a une interaction cinéma, vie personnelle qui est vraiment intéressante et qui fait de ce documentaire quelque chose de très plaisant à voir, même si on ne connaît pas toute la cinématographie de François Truffaut. Donc il est très accessible. Voilà. Alors, j'ai noté qu'il y avait aussi une animation, Wild, sauvage, et qui traite de la déforestation. Alors, je vous demande pourquoi vous l'avez choisi. Peut-être c'est lié au G20, parce que c'est un des sujets qu'a choisi le président Lula, que le G20 s'attache à lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a un rapport ou c'est tombé un peu par hasard? Non, c'est un film magnifique, quoi. Enfin, il était à Cannes, il était à Annecy. Barras, c'est un réalisateur qui avait fait Une vie de courgette, qui avait gagné de nombreux prix un peu partout. Donc voilà, c'est un film très émouvant et qui permet de parler aux enfants d'un sujet très sérieux. À travers l'émotion, à travers la beauté, à travers le divertissement, parce que c'est un film aussi assez drôle. Et là, nous, on a organisé des centaines de projections scolaires dans tout le pays, en fait, avec les Alliances françaises, avec nos partenaires. Voilà, même souvent, on loue des bus pour emmener les enfants voir le film. Voilà, donc c'est des actions très importantes pour nous. On fait de la démocratisation et on a beaucoup de séances gratuites un peu partout, dans des
dans des villes, dans le Sertan, dans le Pernambuco, dans des villes où il n'y a pas vraiment beaucoup de cinéma. On arrive à trouver des partenaires et on monte des séances dans des universités un peu partout. Et puis il y a ces séances scolaires qui sont vraiment très importantes, ouais, parce que ça permet d'exister un peu auprès d'un public qui n'entend pas beaucoup parler de nous, et ça peut rester après. Donc c'est ça qui est... Et en plus ça parle d'un sujet vraiment important. Oui, c'est ça, le sujet, pour revenir au sujet de la déforestation, bon, même si le film se passe à Bornéo, on pourrait faire quasiment copier-coller avec le Brésil. On s'est dit que ça allait vraiment résonner avec la problématique qui est mondiale, aussi brésilienne, de la déforestation. Donc c'est une manière quand même d'inviter les enfants à réfléchir sur le sujet. On fait même un petit cahier éducatif qu'on leur remet pour que les profs ensuite puissent parler du film en classe. On fait vraiment tout un travail. C'est pas juste montrer le film, quoi. Donc chaque année, systématiquement, il y a un film d'animation dont on essaye de faire en sorte. L'année dernière, c'était Ernest et Célestine qui parlaient des pays totalitaires, des régimes totalitaires. Celui d'avant, c'était sur les migrants. À chaque fois, il y a une thématique un peu politique qui permet d'aborder les sujets avec les plus jeunes. Et c'est ça, c'est le film qui sont doublés aussi, donc c'est ça qui est important. Donc ça permet d'aller vers un public plus jeune. Les autres sont sous-titrés, bien sûr. Ça n'a pas dû être simple durant la période Bolsonaro, justement, pour présenter ce genre de film. Oui, on a comme tout le secteur culturel brésilien, on a beaucoup souffert. Pour des questions. Mais vous avez tenu les sujets, quoi, par rapport. On a tenu bon. On a tenu, mais c'est vrai que ça a été très dur parce que il y a eu des mesures d'application, des lois. La loi n'a pas été trop cassée de façon générale, mais après, dans le détail, on n'arrivait plus à travailler, quoi. Donc c'est vrai que ça a été un moment très difficile, parce qu'on sortait du Covid, on a eu un gouvernement qui puis il n'y avait plus de ministère de la Culture. Un gouvernement qui clairement se positionnait contre le secteur de la culture parce qu'il considérait, au nom de clichés, que tout le monde était contre le gouvernement de Bolsonaro. Donc ça a été un moment assez de grande solitude. Ouais. S'il y avait eu un deuxième mandat, il n'y aurait plus de festival Varilux. Ouais. Oui, parce que tout le monde ne se rend pas compte le travail de producteur, l'immense travail que ça représente, parce qu'en fait vous jonglez tout le temps. Vous êtes des jongleurs entre les budgets, les salles, obtenir les fibres, les autorisations, et que ça craque pas parce que tel budget n'est pas renté. Et c'est toujours un peu ric-rac, c'est pas non plus le domaine où on fait des comptes en banque en Suisse, je pense. C'est clair. Ah non. Ça c'est sûr qu'on n'a pas fait ça pour s'enrichir, ça c'est sûr, on aurait fait autre chose. Mais voilà, on compte sur c'est vrai qu'on a, il suffit de regarder, hein, on a, je sais pas, au total, on doit avoir 80 partenaires entre les cinémas, les distributeurs, les alliances françaises, les partenaires institutionnels, les entreprises, les médias. On a Jota, Cédeco, enfin il y a des tas d'entreprises qui nous permettent d'avoir une force, parce que c'est ça qui compte. Oui, parce qu'on n'a pas parlé, en fait, vous avez des grandes entreprises qui vous soutiennent. Il y a évidemment Varilux, Essilor. Varilux, ça fait 15 ans, hein, c'est un gros... Il y a Accor, il y a des nouveaux maintenant, il y a Michelin, AXA. Michelin, AXA, oui. Donc ça, les entreprises nous appuient, et puis aussi énormément de partenaires locaux de médias. Avec qui, voilà, il y a des prix préférentiels pour la culture. Ça, quand même, les médias sont assez actifs là-dessus. Et voilà, ça nous permet de pouvoir quand même divulguer ce festival sans trop débourser d'argent en publicité. Mais je crois que ce qui nous aide beaucoup aussi, alors là, pour le coup, les réseaux sociaux marchent très très bien, parce que notre public est vraiment un public de fans. J'ai demandé comment les Français qui ne sont pas engagement. Qui sont intéressés par la franco-poli, le cinéma français, peuvent vous soutenir. J'imagine en allant sur vos réseaux sociaux, en s'abonnant à ce que vous faites. Les Français eux-mêmes, les Français qui sont à Rio, oui, bien sûr, ils nous suivent. Ils nous appuient beaucoup. Oui. Ils nous appuient, bien sûr. Et on a un public 90% brésilien, enfin 80%. C'est surtout des Brésiliens et qui adorent ça. Et c'est vraiment... Je crois qu'on a réussi à faire ce festival s'inscrire dans l'agenda culturel du pays. Les gens attendent le festival. Quand ils sentent que ça vient pas, ils n'ont pas de nouvelles, ça commence à s'agiter. Et dès qu'on commence à donner de l'information, il y a vraiment un relais qui est pris. Beaucoup d'influenceurs qui participent, qui vraiment nous soutiennent. Ça, c'est vraiment un gros point fort. En termes d'image et de promotion, le retour, parce qu'on fait, donc c'est des sociétés indépendantes qui mesurent l'impact en médias, le retour en presse, etc., réseaux sociaux et tout, on est à plus de 25 millions de réals, c'est-à-dire presque 5 millions d'euros chaque année de présence médiatique au profit
du cinéma français, de la culture française et de la France en général, parce que le cinéma, c'est la meilleure façon de véhiculer une image de la France. Il y a de tout dedans. Il y a Versailles, il y a la banlieue, il y a les migrants, enfin voilà, on est vraiment, on montre une vitrine. Le cinéma, c'est la meilleure façon de voyager, de promouvoir la langue, voilà. Donc c'est vrai que l'impact, il est impressionnant. Hein. On a plus de 1100 articles de presse en digital, en presse écrite. On a un Instagram qui est passé de 45 000 à 55 000 suiveurs en quelques mois. Enfin voilà, donc les gens aiment le cinéma français. Ça, c'est un actif incroyable. On a cette chance en France d'avoir ce. Encore, Oui, absolument. Parce que et lui, grâce aussi les gens comme nous, les Italiens, les Allemands, ils font des festivals, mais ça a rien à voir. Ils n'ont pas la base. Voilà, il y a des beaux films, mais ils n'ont pas cette importance d'un secteur qui est quand même soutenu par l'État français depuis toujours. Et ça c'est un outil de soft power incroyable. Alors vous avez aussi d'autres activités ou pas il me semble que vous faites des laboratoires d'écriture, de scénario, et ça a l'air de très très bien marcher. Oui, il y a un laboratoire d'écriture de scénario. Ça fait 8 ans. 8 ans, oui, 8 ans. Donc on fait des appels à projets. Les scénaristes brésiliens envoient leurs projets. Cette année, on a reçu 280 projets. Mais ils les envoient en français ou c'est pour... Non, ils les envoient en brésilien. Et on a 4 formateurs qui viennent de France, en fait, des scénaristes parisiens, parisiens français, qui viennent du Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, qui est une école de scénario financée par les télévisions françaises, qui est boulevard Saint-Jacques à Paris. Et donc tous les ans ils viennent et c'est vrai que ça permet aux Brésiliens d'avoir un regard extérieur sur des projets qu'ils n'ont pas toujours. C'est pas facile en fait d'avoir un retour, parfois un regard différent sur des projets, et ils adorent. Ça dure une semaine, ils sont enfermés, voilà, il y a 4 groupes, c'est des séries, c'est des longs métrages et ça c'est notre action coopération, on va dire franco-brésilienne, qui marche très bien. On sélectionne 16 projets sur les 280 qu'on a reçus, donc c'est aussi un gros travail de la part de l'équipe qui est chapeautée par François Sauvagnargues, qui donc il sélectionne ces projets et c'est un vrai travail. Il y a eu des aboutissements d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc et aboutissements par exemple qui ont amené à quoi? Réalisation d'un film? Oui, des films brésiliens, oui, non. La plupart des projets sont des projets très sérieux. En plus, comme on sélectionne vraiment le haut du panier, ça forcément ce sont des projets qui, dans la plupart des cas, aboutissent, sont concrétisés. Mais vous travaillez aussi sur un festival, enfin vous allez... Ah, c'est moi qui ai raté. Vous avez également un projet... Ah, c'est pas un projet. Sur l'opéra. Oui, Opéra Natella, ouais. Un festival d'opéra, de films d'opéra. On le refait? C'est moi qui l'ai refait. Ça s'appelle Opéra Natella en fait. Vous avez également un projet de festival d'opéra, ou plutôt qui est réalisé déjà? Oui, on a un festival qui s'appelle Opéra Natel, qui existe depuis 8 ans aussi, qui consiste à projeter des captations d'opéras européens qui ont été produits dans les plus grands festivals, dans les plus grandes maisons d'opéra, et la Scala, Opéra de Paris, Bayreuth, Festival de Salzbourg, Berlin, etc. On prend pareil le meilleur de ce qui s'est filmé et on le montre au Parc Elage à Rio, qui est un endroit magnifique à l'orée de la forêt. On monte une tente avec 500 chaises longues, un écran géant, des qualités de son magnifiques, et on projette chaque soir une œuvre différente. Avec tout ça, vous n'êtes pas prêt de quitter le Brésil, j'ai l'impression? On ne sait pas ce que l'aventure de la vie nous réserve, mais c'est vrai que c'est un pays où il y a beaucoup à faire en termes de culture. La France est un pays qui a une chance extraordinaire d'avoir un univers, un monde culturel qui est foisonnant, avec des mécanismes publics. Ça nous fait rêver quand on pense tout ce qui existe en France pour défendre la diversité, défendre les festivals, défendre les productions de films. Les artistes sont vraiment soutenus, les intermittents du spectacle. Tout ça, c'est des mécanismes extraordinaires. C'est unique, quoi. Quand on habite à l'étranger, on a du mal à... ils ont raison, mais quelque part, on a du mal à comprendre parfois pourquoi les gens parfois protestent ou réclament beaucoup en France, parce que franchement... On ne protesterait pas, oui, c'est ça. On n'aurait pas tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ici, il y a
il y a beaucoup à faire. Donc, Et oui, parce qu'à une époque, il y avait un accord multilatéral d'investissement où tout est bradé et privatisé, et la France a défendu l'exception culturelle française. Et c'est par l'opposition à cet accord multilatéral d'investissement tout à fait. par la culture qu'on a pu défendre la culture française. Et comme quoi, c'est pas mal. Ah ouais, non, complètement. Et on a des lobbyistes et des syndicalistes en France qui sont voilà, très résistants et ça a fait la différence. Parce que la NBA, quand elle commence à monter au créneau, à l'époque, c'était très très dur la pression. Dans le cadre de cet accord, il fallait mettre le cinéma à la culture et franchement, chapeau quoi. Parce que malheureusement, les pays en Amérique latine, c'est le Mexique, c'est le Brésil, ils n'ont pas cette capacité de résistance. Ils sont trop dépendants économiquement sur d'autres secteurs. Ils ont été obligés de lâcher du côté du cinéma. Au Brésil, là, ça commence à aller un peu mieux. Maintenant qu'on sort de Bolsonaro, la production brésilienne commence à repartir. Mais il y a 2 ans, le cinéma américain, il était à 97% de part de marché. Je veux dire, en France, il est à 45%. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien d'autre. Nous, on est tout petits. Enfin, voilà, on a une présence politique en fait, dans des lieux. On est un cinéma de résistance, justement. Et les gens, quand ils viennent au Festival Varilux, c'est un acte de résistance, quelque part. Ils viennent parce qu'il y a des bons films. Vous l'avez dit, la sélection est extraordinaire. Même pour un Parisien comme vous, il y a des tas de films qui sont pas... Oui, j'ai vu. On n'a pas vu parler en détail de la sélection, mais elle est formidable. Je crois qu'il y a même des films qui ne sont pas encore sortis. Ils sortiront d'abord ici, avant de passer en France. On est jaloux. Mais donc voilà, donc c'est vrai que le festival est un acte de résistance aussi. C'est la politique, vraiment, clairement. Et on est fiers de le maintenir, tant bien que mal. Eh bien, félicitations à vous. Merci de défendre le cinéma français, de le porter au Brésil. Vous êtes un sorte de petit village gaulois qui défend la diversité culturelle et le cinéma français. Et puis vous représentez la grandeur de la France parce qu'elle a de plus formidable, la culture. Merci à vous et merci de nous avoir accordé cette... C'est un plaisir, merci d'être venu. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui vous a plu dans le film que vous avez vu? Ce film n'a pas été ma première option, d'accord? Il y a des autres films que je veux voir. Mais je crois que l'histoire est intéressante à cause du problème de l'immigration en Europe, un problème que nous n'avions pas ici, un problème que c'est toujours en Europe. Je sais que ça arrive en France, en Italie, partout. Et alors, je crois que la façon qu'ils ont montré la situation, c'est très touchante, c'est très émouvante. Et vous aimez les films français en général? Oui, j'attends le festival de cinéma Varilux toutes les années. Ah, c'est bien. Et est-ce que vous souhaiteriez voir plus de films français dans les télévisions au Brésil ou sur les plateformes? Pas beaucoup. Le groupe brésilien Station, ici à Rio, il y a beaucoup. Quelquefois, il y a des films français. Et j'aime beaucoup parce que c'est une chose très différente de films américains. Le sujet, les choses, c'est tout différent. Você vem para o Festival Varilux ver filme francês, por quê? 3 por dia. 3 por dia? Adoro filme francês. O que eles têm a mais que filme brasileiro ou americano? Inteligentes, comédia inteligente, não é daquela que te força, que tenta te aguentar a gargalhada. É você rir naturalmente das confusões que são criadas. Estou assistindo todos, 3 por dia. 3 por dia? Então você é super fã do festival? Super fã do Festival Varilux. E é o primeiro ano que você vem ou é todo ano? Todos os anos. Então é super legal. O que você gostaria de ver mais filme francês nas televisões brasileiras ou nas plataformas de streaming, coisa assim? Sim, gostaria, adoraria. Os que eu não consegui ver, ontem eu não consegui ver O Conde de Monte Cristo, porque era muito tarde. Espero que ele entre em cartaz. Então, obrigado pela sua participação e boa noite. E eu espero que você tenha aproveitado o filme. Muito, vou ver o outro. Ah, já vai ver outro? Qual é que você vai ver? A Favorita do Rei. Ah, a Favorita do Rei.
Vou no banheiro rapidinho e vou ver a favorita do rei. Então, quem sabe a gente ainda tá aqui, a gente pega seu papo depois de ter visto essa favorita do rei. Será que eu vou gostar? Não sei. Eu Acho que vou. Pela experiência, Pelo número de filme que você viu, eu acho que sim, mas... sim, vou gostar. Agora é mais do que nunca, né? Eu acho que sim, Johnny Depp. Acho que eu vou gostar. Pois est. Vous êtes venu participer au festival Varilux Oui. pour voir des films français. Pourquoi venir voir des films français à Rio? Alors, on adore les films français, on aime bien. J'habitais à Paris, ça fait 4 ans. Et bon, les films, ils parlent particulièrement sur toutes les questions, les réfugiés en France. Et pour moi, c'était très, très, très important. Et bon, et particulièrement, moi, j'adore les films français, plutôt Plutôt que les films américains, les films brésiliens. Ouais, c'est particulier. Les films français, c'est particulier. Mais ça me touche beaucoup, ouais. D'accord. Et c'est le seul film que vous avez vu ou vous allez voir d'autres films? C'est les premières. Ouais, on est en train de voir pour les prochains. C'est les rois, c'est les de Johnny Depp, ouais, je crois. Ouais, on va regarder les prochains ou il y a une dernière aussi. Ce soir. Ouais, c'est très bien tout ça. Ouais. Et est-ce que vous voudriez voir plus de films français sur les télévisions brésiliennes ou sur les plateformes de streaming, par exemple? Oui. Est-ce qu'il y a, quelques, je crois, un voix un peu plus, je crois, un peu plus caché, mais il y a quelques films français qui sortent là, mais pas beaucoup. Je crois que ça peut aider plus souvent, ouais. Mes enfants, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Eu sou muito fã desse festival. Então, você veio aqui ver um filme. Você é o primeiro filme que você vê ou você viu outro? Desse festival desse ano é o primeiro. Ah, você já veio nos outros anos? Sim, adoro esse festival. Todos os anos tento assistir o máximo de filmes que eu consigo. Adoro a curadoria do festival. Gosto muito. E o que você gosta em filme francês? Tem vários tipos de filme francês, mas particularmente eu acabei de assistir agora, que é bem realista, bem dramático e acho que é para os mais artísticos, de drama. E algo que você não encontra em filme americano, filme brasileiro? Tem suas particularidades. Eu acho que tem talvez uma poesia ligada com realidade, uma coisa mais forte. E você gostaria de ver mais conteúdo francês ao longo do ano e não só nos festivais? Sim, eu adoro vocês. Então, obrigado. Eu espero que você goste do próximo filme que você vai ver. Au-delà du fait de parler la langue, etc., il y a quelque chose qui vous attire en particulier dans le cinéma français? Je crois qu'il est plus dimanche, je sais pas, les émotions sont portées de manière différente et les gens aussi lui semblent plus normales et plus pareils. Moins exagéré. Oui. Comme les gens qu'on connaît vraiment et pas des super-héros. Je comprends. Ben, merci beaucoup, Louise. Et j'espère que vous aurez l'occasion de voir d'autres films dans ce festival. C'est bien en parallèle au festival Varilux, on a ici la Mostra de la réalité virtuelle. Et on est avec Antoine, voilà, français, ancien parisien, c'est ça, et puis qui a échoué ici il y a 3 ans avec bonheur. Donc Antoine, vous êtes cinéaste plasticien, producteur culturel, et c'est à ce titre que vous vous occupez ici de cette Mostra de la réalité virtuelle. Alors de quoi il s'agit ? Alors, il s'agit de 8 films, 8 expériences immersives françaises, de réalisateurs français ou de productions françaises, qui sont montrés pendant toute la durée du festival, avec 6 postes de visionnage, comme vous pouvez le voir. Et du coup, ça donne
avoir la production contemporaine de façon assez exhaustive avec des expériences qui sont, disons, plus proprement cinématographiques, d'autres plus expérimentales, d'autres complètement interactives. Et voilà. Et quels sont ces films? Alors, c'est un ensemble de 8 films avec des expériences d'exploration spatiale, avec une expérience immersive dans la guerre des tranchées, Première Guerre mondiale, champ de bataille, expérience incroyable. Des expériences aussi très poétiques comme Une eau la nuit, où là il s'agit de danseurs qui dansent dans une piscine et on est soi-même à l'intérieur de cette piscine. Et voilà, successivement, ces 8 expériences sont vraiment toutes très différentes et singulières et donnent à voir vraiment un éventail très intéressant de la production contemporaine. C'est vous qui avez choisi la programmation? Alors c'est Michel Reillac, qui est curateur, directeur de Venice Immersive, donc section de XR, donc réalité augmentée, de réalité étendue la Biennale de Venise. Et c'est à ce titre, lui en tant que collaborateur de longue date de Varilux, qui a fait le choix de ces 8 tables. Et dans de ce nouveau type de cinéma avec la réalité virtuelle, est-ce que vous voyez en remplacement du cinéma plus traditionnel qu'on connaît ou quelque chose qui est en parallèle ou qui se nourrit l'un l'autre? Ouais, je pense que c'est plus quelque chose qui va nourrir, qui va alimenter avec des dispositifs très spécifiques, avec une complémentarité entre le cinéma, on va dire 2D et ces expériences immersives. Et je pense par exemple au film de François Vauthier, Champ de bataille, qui est cette plongée dans la guerre des tranchées et qui apporte là pour le coup une dimension sensorielle qui est assez surprenante. Hein. Et donc je pense que oui, c'est ça. Le cinéma 2D et le cinéma XR se complètent et s'alimentent l'un l'autre. Mais sur des technologies très différentes, là on a des entreprises françaises qui font ça ou c'est... Alors, c'est effectivement des entreprises françaises, c'est des studios français, c'est tout un écosystème qui depuis 3-4 ans grandit fortement. Je crois que les Français sont assez forts d'ailleurs dans ce domaine. Tout à fait, avec les institutions qui soutiennent. On peut faire un peu de cocorico quand ça va bien. Voilà, avec les institutions qui soutiennent, ça c'est très important. Et puis la présence de festivals tels que celui-ci, qui donne à voir aussi ces productions. Et donc je disais au début quand on discutait, vous êtes arrivé ici il y a 3 ans, vous étiez parisien avant, vous êtes content d'être ici? Très content. Et est-ce que vous trouvez que la France vit richement ici, enfin en tout cas avec ce festival, je crois que c'est un des plus grands festivals mondiaux français à l'étranger. En dehors de ce festival, est-ce que la culture française est très à l'honneur ou pas à l'honneur, pas trop, à Rio? Disons que la culture française est bien présente. Disons que les institutions aussi font bien leur travail. Voilà, il y a cet espace, donc la Bibliomaison, qui est ce centre culturel aussi, hein, d'une certaine façon, et le réseau des alliances françaises, et tout un écosystème qui fait que oui, effectivement, la culture française est présente. Ça, c'est sûr. Et il y a une appétence aussi du public, particulièrement en cinéma, on le sent très fortement. Tout à l'heure, vous aurez peut-être des témoignages à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a une appétence pour ce cinéma qui est autre, qui n'est pas que du cinéma de divertissement et qui amène à d'autres visions. Et puis vous amenez de la diversité culturelle, parce que c'est une lutte contre l'américanisation, le rouleau compresseur hollywoodien, d'avoir une autre fenêtre sur le monde. C'est ça, tout à fait. Alors dites-moi Antoine, quels sont vos projets à l'avenir? À l'avenir ici au Brésil, c'est de continuer sur cette veine de production culturelle. Et puis j'ai des films en cours, des productions en cours. Et le Brésil est un pays magnifique. Voilà, il y a une présence française ici très importante et une présence brésilienne en France aussi qui est très importante. Et 2025, ça va être une année croisée, vous savez, France-Brésil. Donc avec tout un ensemble d'événements, d'échanges et d'interlocutions culturelles qui vont se mettre en place, qui se mettent déjà en place
Je pense que ça va être une année très importante. Parce que là, c'est la 15e année du festival Varelux, donc l'année prochaine, ça va être encore plus important, peut-être. Écoutez, je pense, ouais. Bon, dans le cadre de cette année au Brésil. En tout cas, Antoine, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, merci de faire vivre la France à l'étranger, on en a besoin. Ça s'appelle le soft power, et puis c'est l'échange entre les nations, et c'est toujours quelque chose de positif. Merci à vous.